Bien, je vous propose qu'on commence. Donc nous poursuivons cet après-midi notre commission d'enquête sur les agences opérateurs et organismes consultatifs de l'État. Maintenant que la porte est bien fermée, on va pouvoir... Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Madame la rapporteure, mes chers collègues, après la Direction générale de la santé, la DGS et les agences régionales de santé ARS mardi, puis Santé publique France à l'instant, nous poursuivons notre aperçu des agences et opérateurs du domaine de la santé avec d'une part la Haute Autorité de Santé, représentée par son président, M. Lionel Collet, bonjour monsieur, et son directeur général, M. Jean Lessy, bonjour, et d'autre part l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM, représentée par sa directrice générale, Mme Catherine Pogam-Burtz. Bonjour madame. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre présence. Notre commission d'enquête cherche en effet à mieux comprendre l'articulation entre les différentes agences, ainsi que leur relation avec les administrations au niveau national ou dans les territoires, et bien sûr avec les collectivités territoriales. On peut se demander si la Haute Autorité de Santé est ou non une agence. En 2012, le Conseil d'État rappelait qu'elle exerce des fonctions d'évaluation héritées de l'ancienne Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAE, sans toutefois inclure dans sa liste de 103 agences. Donc il faudra nous confirmer ou pas si elle fait bien partie des agences. Il s'agit en effet d'une autorité publique indépendante, non soumise à tutelle. Le Code de la sécurité sociale lui confie cependant un nombre de missions assez élevé, évaluer d'un point de vue médical et économique les produits et prestations de santé, élaborer des recommandations et à destination des professionnels des secteurs sanitaires, social et médico-social ou des pouvoirs publics. Enfin, contribuer à l'évaluation de la qualité et la sécurité des soins et prestations. Mesdames, Messieurs, cela m'amène à vous poser une première question. En raison de la diversité de ces missions, pourriez-vous nous expliquer comment les missions de l'Haute Autorité de Santé se distinguent de celles qui viennent aux autres agences et administrations? Une évaluation des médicaments et des produits de santé est ainsi effectuée également par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, donc la NSM, certes pour une raison différente, qui est de leur accorder ou non une autorisation de mise sur le marché. La NSM a pour objectif général de permettre l'accès aux produits de santé et d'assurer leur sécurité tout au long de leur cycle de vie. Vos deux organismes sont un peu plus anciens que les autres agences que nous avons auditionnées précédemment. La Haute Autorité a été créée en 2005, la NSM a été créée, elle, en 2012, prenant la succession d'une autre agence préexistante. Ma dernière question sera donc celle-ci. Considérez-vous que la répartition des compétences entre les différentes structures agissant dans le domaine de la santé est désormais satisfaisante ou conviendrait-il d'y apporter des adaptations? Notre commission ne cherche pas à supprimer pour supprimer, fusionner pour supprimer, mais il faut bien reconnaître que la politique de la santé est l'une de celles qui s'appuie sur le plus grand nombre d'agences. Nous n'en auditionnons que quelques-unes. Y a-t-il des marges de progression ou, selon vous, cette complexité est l'héritage d'une histoire, celle de scandales et de drames sanitaires qui ont marqué, malheureusement, notre pays ces dernières années et décennies? Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif de environ 10 minutes chacun, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment, à dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Tous, oui. Très bien. Merci. Je vous propose, Monsieur Collet et Monsieur Lessy, vous avez la parole au nom de la Haute Autorité de Santé, suivra après l'ANSM. Et ensuite, nous aurons un ensemble de questions posées par Madame le rapporteur, et puis nous enchaînerons sur un échange autour de la question qui nous est posée cet après-midi. Messieurs. Bon, merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs. Vous l'avez rappelé, la Haute Autorité de Santé a été créée par la loi du 13 août 2004, qui est une loi relative à l'assurance maladie.
Si on resitue dans le contexte de l'époque, c'était pour répondre à la situation qui était à l'époque considérée comme extrêmement préoccupante de l'assurance maladie. Nous sommes en 2004. Et au sein de cette loi, il y a effectivement les dispositions qui créent la Haute Autorité de Santé. Et qui créent la Haute Autorité de Santé, et on pourrait dire, en prenant de la hauteur, avec deux grandes missions. Une mission, vous l'avez évoquée, qui est de définir le compartiment des produits remboursables, des produits de santé remboursables, et d'autre part de promouvoir la qualité des pratiques de santé. Et donc ce sont ces deux missions qui étaient à la base. Si on veut réécrire autrement les missions, on peut dire que d'une part, nous évaluons les produits de santé à des fins de remboursement, nous élaborons des recommandations de bonnes pratiques et nous évaluons les établissements de santé et également médico-sociaux. Donc ça, c'était véritablement un esprit. Alors il faut se mettre dans l'époque. 2004, quand on regarde de l'autre côté de la Manche, il y a depuis 1999 le NICE, qui est l'homologue de la HAS en Grande-Bretagne et qui est totalement indépendant de l'Agence du médicament équivalente. Si nous regardons toujours en 2004, il y a en Allemagne la création de l'IQWiG, qui est l'équivalent de la HAS allemand et qui est également indépendant de l'Agence allemande du médicament. C'est-à-dire que le concept de l'époque était que l'organe qui aidait au remboursement n'était pas celui qui allait s'occuper de la sécurité des produits de santé. Donc je veux vraiment insister sur ce qu'était l'époque de 2004. Passons sur 2004. Revenons sur un point, parce que vous l'avez soulevé, mais on y reviendra tout à l'heure. Effectivement, le législateur a décidé que la HAS serait une autorité publique indépendante. D'ailleurs, dans la loi, il est ajouté à caractère scientifique, qui est une appellation sui generis qu'on ne retrouve que pour la HAS, qui souligne son caractère d'expertise scientifique. Alors pourquoi indépendante? Parce qu'il souhaitait qu'il y ait des avis neutres, absolument neutres, dans ces évaluations de la qualité, mais qui s'appliquent aussi bien à l'évaluation des produits de santé qu'à des élaborations de recommandations de bonnes pratiques qui demandent également beaucoup de neutralité, et on pourra échanger, si vous le souhaitez, là-dessus. Nous sommes en 2004. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Et la question, c'est où est la HAS aujourd'hui en 2025? Alors, la loi de 2004 a codifié dans le Code de la sécurité sociale les missions de la HAS, l'article L161-37. Aujourd'hui, nous sommes à la 31e version de cet article en 21 ans. La dernière version date du mois de janvier dernier, il y a quelques semaines, où il a été ajouté, parmi les missions de la HAS, d'élaborer, je dis bien d'élaborer, les ratios soignants-soignés. Donc ça, c'est la 21e. Donc, ce qui veut dire que parmi ce qui a été ajouté, si on regarde depuis 2004, évaluation médico-économique, il y a une extension, plus exactement, des évaluations médico-économiques confiées à la HAS. Il y a le comité technique des vaccinations qui était au HCSP, qui est devenu la commission technique des vaccinations à la HAS. Ça, c'est peut-être par la loi en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est si on regarde l'exposé des motifs, la raison était très simple. C'était de regrouper au même endroit, dans la même instance, ceux qui allaient élaborer les recommandations vaccinales et ceux qui évaluaient le service médical rendu des médicaments et l'amélioration du service médical rendu. En d'autres termes, c'était mettre dans un même lieu à la fois les fonctions qu'avait celle de la HAS du début, évaluation pour le remboursement de produits de santé, et puis celle de recommandation vaccinale. 2018, nouvelle extension, nouvel ajout, c'est l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux par intégration d'une agence à l'époque qui s'appelait l'ANESM, l'Agence nationale d'évaluation des structures et établissements sociaux et médico-sociaux et des évaluations de la qualité. Et donc qui nous a élargi le champ. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'ANESM est arrivé là. Et là aussi, on regarde l'exposé des motifs. Et dans l'exposé des motifs, c'était simplement parce que du fait que la HAS était le lieu d'évaluation de la qualité dans le domaine de la santé, il considérait que la complémentarité des approches, et notamment des approches méthodologiques de qualité, devait s'appliquer également au niveau des établissements sociaux et médico-sociaux. Et c'est dans ce but-là qu'il y a eu ce regroupement. Alors, juste si on refait le point par rapport à nos discussions, 2004, nous sommes créés comment? Nous sommes créés parce que la commission de la transparence et la commission qui allait devenir la commission, la CNEDIMS, qui évalue les dispositifs médicaux, alors à l'AFSAPS, sont transférés à la HAS. Et l'ANAES, Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, qui assurait l'évaluation des établissements et surtout et aussi les recommandations de bonne pratique, est également évaluée. C'est-à-dire que nous sommes nés de la rencontre, du regroupement de trois structures. 21 ans après, deux autres structures nous ont rejoints. Je dis la CTV, Commission technique des vaccinations, et une autre agence. Donc progressivement, la HAS a regroupé un certain nombre de composantes du champ sanitaire, du champ des agences qui étaient éparses. Mais si on regarde bien 2025, il y a quand même d'autres changements. Les autres changements fondamentaux, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à 2004, il y a déjà
eu une transition épidémiologique. On ne va pas revenir sur le vieillissement de la population, mais s'il y a une structure capable d'aller de l'évaluation du médicament jusqu'à devenir dans un EHPAD, si on prend le vieillissement, c'est la HAS, puisque nous pouvons suivre toute la chaîne, évaluer le médicament, voir comment nous l'utilisons dans les recommandations de bonne pratique, l'utiliser dans la certification des établissements, jusqu'aux évaluations, c'est-à-dire que nous rédigeons des textes qui sont des parcours de santé et non pas des parcours de soins, au total. Deuxième grande évolution, la démographie professionnelle. Ce qui nous amène, nous, à l'HAS, au titre de la qualité, de nous prononcer sur ce que peuvent faire des non-médecins et donner des avis comme tâches, comme compétences. Et là, c'est également et rendre des avis sur les protocoles de coopération. Troisième point, troisième évolution notoire en 21 ans, c'est le rôle des usagers et des patients, qui sont de plus en plus demandeurs de transparence, d'information. Et il faut savoir que la HAS est tout sauf hors sol, parce que nous travaillons en lien avec 2500 experts chaque année. 2500 experts qui vont contribuer aux avis de la HAS et qui viennent effectivement de l'ensemble de ces milieux, y compris bien évidemment des usagers et des patients. Et puis il y a le quatrième point, qui sont les innovations qui arrivent. Vous savez, les innovations, je suis un vieux médecin, mais je veux dire que dans les années 2000, un médicament très cher, c'était quelques milliers d'euros. 10 ans après, quelques dizaines de milliers d'euros, avec l'arrivée du sofosbuvir 2012-2013. 20 ans après, quelques centaines de milliers d'euros. Un seul traitement, voire quelques millions d'euros, 1 à 3 millions d'euros pour des thérapies géniques. Donc nous avons complètement changé d'échelle. Et donc l'évaluation du produit à des fins de remboursement doit être réalisée rigoureusement, scientifiquement, avec une exceptionnelle exigence et une indépendance absolument totale, dès lors qu'on touche à des sommes que nous n'avons jamais connues jusque-là dans notre domaine. Deuxième particularité, entre les années 2000 et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les actes associés. Je m'explique. Il y en avait déjà dans les années 2000, mais ça a explosé. Traitement du cancer. Il y a un médicament, mais il y a aussi un test. On va appeler un test compagnon. Ce test compagnon va être celui qui va pouvoir dire si ce médicament est efficace et de choisir le patient plus exactement pour ce médicament et savoir quel est le dosage. Nous évaluons les actes professionnels et nous évaluons le médicament. Et donc, on ne peut plus évaluer un produit de santé aujourd'hui, dans beaucoup de cas, sans avoir derrière l'évaluation d'un outil associé à ce médicament. Donc, c'est l'acte associé. Là, d'abord, je voudrais vraiment saluer ceux qui ont créé la HAS, parce qu'une certaine façon, ils avaient préparé et anticipé cette situation. Et puis, ce qui est nouveau, en 2025, c'est la place de l'Europe, avec un règlement européen, ce qu'on appelle HTA, d'évaluation des technologies de santé, qui est mis en œuvre depuis le 12 janvier dernier. On pourra parler, si vous voulez, de ce règlement européen, dans lequel la France est très impliquée, la HAS est très impliquée. Et sachez qu'au niveau européen, où il y a l'EMA, je veux dire l'Agence européenne du médicament, ce qui a décidé le règlement européen, c'est que la structure qui a assuré le secrétariat de l'évaluation à des fins de remboursement ne serait pas dans l'Agence européenne du médicament, mais serait directement, c'est un secrétariat assuré par la Commission européenne. Donc on est véritablement dans une logique depuis le début, de dire que ce n'est pas les mêmes métiers. Donc voilà 2025. Par rapport à l'enjeu de cette commission, je souhaiterais qu'on parle de demain. Premièrement, un rapport récent de l'IGAS, qui a quelques semaines, s'est intéressé à l'ANDPC, l'Agence nationale du développement professionnel continu, a proposé sa suppression, mais considérant que la mission est importante, a proposé 3 options, dont une qui est de rattacher les missions à la Haute Autorité de Santé. Ça veut dire de considérer qu'il revenait à la Haute Autorité de Santé, qui évalue des produits de santé, qui évalue des actes, qui fait des recommandations, qui évalue des établissements, aussi d'évaluer les professionnels au travers de donner le pilotage scientifique sur le contenu de ce qu'ils doivent suivre comme formation, et ce qui est assez logique, car c'est l'impact de nos recommandations qui se pose derrière. Et nous, si le législateur décide de nous confier ces missions, prendrons ces missions qui nous permettraient d'avoir un champ vraiment très très large d'évaluation de la qualité. Le deuxième point, c'est l'intelligence artificielle pour demain. L'intelligence artificielle générative, tout particulièrement. Nous évaluons des produits de santé comme des dispositifs médicaux numériques qui embarquent des algorithmes dits apprenants. Ça veut dire des structures qui ne sont pas stables sur la durée, parce qu'elles vont apprendre. Et nous devons émettre un avis. Nous travaillons, nous le faisons, mais nous savons que nous en aurons de plus en plus. Que nous aurons de plus en plus de dispositifs numériques, qu'il y en aura qui seront sur des applications dans des téléphones portables, et pour lesquels, tôt ou tard, il nous sera demandé de les évaluer. Ça, c'est également une des grandes orientations de demain pour lesquelles nous devons anticiper. Nous travaillons à la HAS et nous avons depuis 1 an développé tout un axe pour voir comment nous pouvions, dans notre propre fonctionnement,
utiliser l'intelligence artificielle générative. Et quand je dis l'utiliser, c'est compris pour préparer, analyser, choisir les documents scientifiques, analyser les articles, pour nous préparer et gagner de l'efficience pour être prêt à ce qui va nous arriver quantitativement. Puis le dernier point, c'est qu'il paraît évident avec le coût que je vous ai donné des produits de santé que nous allons être de plus en plus impliqués dans les évaluations médico-économiques. Je serai à votre entière disposition pour répondre aux questions plus précises, bien évidemment, que vous avez abordées, Monsieur le Président. Je vous en prie, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public qui, en l'état, a été créé il y a 13 ans par la loi du 29 décembre 2011. Il faisait suite à l'Agence du médicament en 93, l'AFSAPS en 98. Et il se caractérise, cette agence se caractérise par progressivement, au fil du temps, le fait le ministère, en particulier au niveau du ministère de la Santé, lui a été progressivement accordé de plus en plus de missions, et notamment des transferts de missions, et comprenant notamment un pouvoir de police judiciaire qu'elle exerce au nom de l'État. Ce faisant, cela positionne l'agence du médicament dans une position un peu particulière par rapport aux autres agences qui font des recommandations mais qui n'ont pas de pouvoir de sanction potentiel. Et c'est celui qu'on peut exercer à l'occasion de nos missions d'inspection, par exemple. Donc, l'Agence du médicament, vous l'avez dit, s'assure que les produits de santé disponibles pour les patients en France sont sûrs, sont efficaces, sont accessibles et sont bien utilisés. Nous sommes compétents dans un champ qui est le champ de l'ensemble des produits de santé destinés à l'homme. Tout le monde est au clair avec les médicaments, les dispositifs médicaux. Peut-être c'est un peu moins que nous sommes également compétents en matière de produits biologiques à effet thérapeutique. On parle là sang, tissus, cellules, les maternelles, pour n'en citer que quelques-uns. Nous sommes l'autorité compétente en charge de l'autorisation de l'ensemble des essais cliniques menés sur l'homme, y compris lorsque ces essais ne concernent pas des médicaments. Ça aussi, c'est une compétence qui s'est construite graduellement au fil des années, qui est apparue dans les missions historiques de l'agence depuis 2008 et qui s'est complétée progressivement au fil du temps. Sur l'ensemble de ces champs de compétences, nous avons des missions, nous autorisons, nous surveillons, nous inspectons, nous contrôlons la qualité des produits et nous informons les patients comme les professionnels de santé. Nous exerçons des missions qui sont clairement au service des patients. Nous les menons aux côtés des professionnels de santé et en concertation avec leurs représentants respectifs qui sont présents. Et c'est un point que je tiens à souligner dans toutes les instances de l'agence, qu'il s'agisse des représentants des professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, bien entendu, mais aussi des représentants des patients et des usagers qui sont, encore une fois, extrêmement présents dans les différentes parties prenantes avec qui nous travaillons au quotidien. Nous rendons environ 80 000 décisions par an dans les différents domaines de responsabilité que je viens d'évoquer, et c'est bien des décisions que nous prenons au nom de l'État au titre du pouvoir en termes de régulation sanitaire des produits de santé. S'agissant, ce faisant et en ayant cette possibilité de mener nos missions et d'exercer aussi un pouvoir de police sanitaire, nous pouvons garantir la sécurité des produits de santé par l'évaluation tout au long de leur cycle de vie. On pourra y revenir. Et nous travaillons également à offrir à tous les patients un accès rapide, équitable à l'innovation, en lien avec l'HS s'agissant des accès précoces pour les médicaments. Peut-être je peux enchaîner sur le fait que nos missions et nos axes de travail sont organisés au sein d'un contrat d'objectifs qui est quinquennal, nous avons signé en juillet 2024 le COP 2024-2028. Ceci a été fait après une évaluation et un audit IGAS qui a été mené courant 2023, qui a révélé
révélé, et vous devez connaître les résultats, que le COP précédent avait été décliné de façon satisfaisante. Il y avait une trentaine de recommandations dont la très très grande majorité ont été prises en compte et se sont retrouvées dans le nouveau COP. 4 axes stratégiques majeurs qui illustrent nos axes de travail. Ils sont centrés sur une agence qui est garante de la sécurité des patients dans le cadre de leur utilisation des produits de santé, une agence agile qui est capable d'accompagner l'innovation, une agence qui est à l'écoute et au service des citoyens, et une agence performante et engagée. Je voudrais souligner à cet égard le travail participatif particulièrement important. Je n'étais pas encore directrice générale à l'époque, mais qui a été mené pour l'élaboration de ce COP. Il s'inscrit bien sûr en cohérence avec les politiques de santé nationales et européennes. Et il met en évidence et il met en exergue certaines actions particulières. Il ne reprend pas toutes nos missions, mais il met la focale sur certaines actions particulières. Et je ne vous étonnerai sans doute pas en évoquant le renforcement de la lutte contre les pénuries, la valorisation et l'exploitation des données disponibles au niveau de l'agence au bénéfice du service rendu. La meilleure articulation avec les acteurs de terrain afin de toujours mieux intégrer les besoins de proximité. Cela est en cours notamment avec une contractualisation avec les agences régionales de santé, et nous sommes particulièrement vigilants à ce que les actions qui peuvent être faites au périmètre régional et ou local puissent être aussi intégrées et au niveau des actions nationales, et que les actions nationales puissent être déclinées selon les modalités adaptées à ce qui peut se passer, aux besoins, aux attentes au niveau régional. Ce COP est évalué et l'état d'avancement est annuel et présenté à notre conseil d'administration qui, pour mémoire, mais vous le savez sans doute, a une composition large, mais avec notamment des représentants, bien sûr, des usagers et des patients, mais aussi des représentants de parlementaires, avec 3 députés et 3 sénateurs. S'agissant de notre budget, peut-être un mot, vous savez que nous sommes à 90%, il est issu à 90% d'une dotation de l'assurance maladie. Ce que l'on sait peut-être un petit peu moins et que je voulais évoquer, c'est que 10% de ce budget est issu de recettes qui sont versées par l'EMA suite en échange des travaux que l'agence et les agents de l'agence de l'ANSM réalisent pour le compte de l'EMA, avec des recettes pour 2025 qui seront estimées pour un poids d'environ 12%, une augmentation de ces recettes issues du travail fait au sein de l'EMA. Et puis aussi insister pour dire que certaines de nos missions, et notamment ce qui ressort des AMM, des modifications d'AMM, des enregistrements, sont associées à des versements de droits qui sont donc recouvrés par les services fiscaux de l'État. Mais nous sommes sur des montants qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de millions annuellement. De même, les sanctions financières que l'on peut être amené à prononcer sont, elles aussi, recouvrées par les services fiscaux de l'État. Là aussi, notre budget fait l'objet d'un dialogue budgétaire avec notre tutelle financière, qui est donc la DSS, et il est présenté et voté en conseil d'administration. Je voudrais, pour finir, peut-être faire un petit focus là aussi sur l'Europe, avec deux points. Vous savez que les normes de qualité, d'efficacité et de sécurité des produits de santé sont définies à l'échelle européenne. Et nous avons à la fois l'Agence européenne du médicament pour les médicaments humains et vétérinaires et la Commission européenne pour les dispositifs médicaux qui interviennent pour coordonner les activités d'enregistrement et d'animation scientifique qui sont nécessaires à leur mise sur le marché. Le point sur lequel je voudrais souligner, c'est que ces missions sont réalisées avec la participation des agences nationales compétentes. S'agissant de l'Europe, nous avons l'ANSM est extrêmement impliquée au niveau des différents travaux européens et internationaux, notamment s'agissant de porter l'expertise et la position de la France. Et nous avons, par exemple, en ce moment, toute la réflexion sur la révision de ce qu'on appelle le paquet pharma, où nous participons à cette évolution réglementaire en poussant les réflexions et les décisions stratégiques à ces niveaux. Nous sommes donc présents dans un bon nombre de groupes d'experts. Nous sommes membres du management board de l'EMA.
Et de la même façon que je viens de vous parler de la version médicaments, nous sommes membres aussi du groupe de coordination européen concernant les dispositifs médicaux. Ça, c'est notre cadre, j'allais dire, d'influence au profit de la France au périmètre européen. Et puis, si vous me permettez, ou peut-être après, mais je voulais peut-être faire un petit point sur le processus qui aboutit à une autorisation sur le marché pour clarifier peut-être le qui fait quoi, notamment entre les structures européennes et les structures nationales. D'abord, rappeler que cette action qui vise à mettre sur le marché un produit, un médicament, elle résulte d'une évaluation d'un produit et qui va permettre d'établir son rapport bénéfice-risque. Pour ça, on va analyser les données dites qualité, chimiques, biologiques, les données non cliniques et cliniques qui sont soumises par les industriels, les demandeurs d'AMM. Et nous allons reprendre 3 critères absolument essentiels à cette décision, qui sont l'évaluation de la qualité du médicament qui est proposé, l'évaluation de son efficacité et l'évaluation de sa sécurité. On est bien sur l'évaluation d'un produit. Ensuite, s'agissant du process global aboutissant à l'autorisation de mise sur le marché, il faut avoir en tête qu'il y a 4 procédures actuellement qui sont possibles au périmètre européen pour obtenir une AMM. 3 procédures européennes, que je pourrais détailler par la suite, qui représentent environ 80% des nouvelles demandes d'AMM qu'on va recevoir au niveau de l'agence française. Vous connaissez les termes. Il y a la procédure centralisée, qui correspond à un petit nombre de demandes. Pour celle-là, les industriels vont solliciter l'EMA et déposer un dossier au niveau européen. Et la majorité des 2 autres procédures européennes, je vous ai dit que donc on en avait 3, sont des procédures qui sont décentralisées, par opposition à la centralisée, ou par reconnaissance mutuelle. Et puis à côté de ces 3 procédures européennes, nous avons une procédure nationale. À titre d'exemple, globalement, elle comprend à peu près 20% des demandes par an, des nouvelles demandes qu'on reçoit. Quelle est la différence ? S'agissant des procédures européennes, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'EMA ne fait pas d'évaluation. Ce sont les autorités compétentes nationales qui réalisent l'évaluation du bénéfice-risque du produit concerné. En effet, l'EMA est chargée de la coordination des ressources scientifiques qui sont mis à sa disposition par les États membres via leurs agences. Mais l'EMA ne se substitue pas aux autorités nationales qui évaluent les dossiers. Je vous ai évoqué la procédure centralisée. La procédure centralisée, un industriel va déposer sa demande au niveau de l'EMA. À l'occasion il va y avoir la désignation d'un État membre rapporteur. En pratique, ça veut dire que c'est l'agence nationale compétente de cet État membre qui va rapporter, d'un co-rapporteur, qui vont faire le travail d'évaluation. Donc on est bien dans un travail qui est national, à un périmètre national. Et s'agissant d'une procédure centralisée, le travail d'évaluation va être partagé au niveau d'un comité au sein de l'EMA, le fameux comité, le CHMP. Et ce comité, dans lequel siègent les différents États membres, va donner un avis. Cet avis sera transmis à la Commission européenne, et c'est la Commission européenne, dans le cadre de la procédure centralisée, qui donne l'autorisation de mise sur le marché qui vaut pour la totalité des États membres européens. Les autres procédures européennes, désolé, c'est un peu complexe, mais je crois que c'est important pour essayer de bien comprendre. Les autres procédures européennes, je vous ai dit qu'elles sont soit décentralisées, soit par reconnaissance mutuelle. Cette fois-ci correspond là aussi à une évaluation scientifique qui est partagée par des pays européens, mais la décision finale d'octroi reste une décision nationale et sans implication de l'EMA.
Et encore une fois, ces procédures décentralisées ou équivalentes correspondent en volume au gros des procédures qu'on traite annuellement. En pratique, ça correspond par exemple à un médicament qui a l'AMM dans un pays et l'industriel souhaite pouvoir disposer d'une AMM dans 2 ou 3 autres pays. Il y a un travail de réévaluation qui concerne l'agence qui a déjà l'AMM et les autres pays qui seraient pour lesquels l'industriel demande à avoir une AMM dans ces pays. Et s'agissant de la procédure nationale, eh bien, la France reçoit, l'ANSM reçoit des demandes, elle les évalue seule et notifie la décision qui ne vaut que pour le périmètre français. Et vous savez sans doute que ces demandes sont majoritairement des demandes pour des médicaments génériques ou hybrides. Et peut-être le point, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur les procédures centralisées. Effectivement, il y a une obligation pour les industriels qui souhaitent déposer en particulier des médicaments innovants, des médicaments dans le champ anti-infectieux et en particulier les vaccins. La liste n'est pas, je ne vous fais pas une liste exhaustive, une obligation de passer par cette procédure centralisée. Pour le reste, il y a tout un champ sur lequel l'industriel peut choisir le type de procédure auquel il va souscrire. Très bien, merci Madame la Directrice Générale. Madame le rapporteur. Oui, merci. Pour ce qui concerne la HAS, je ne sais pas si vous avez en tête les conclusions du rapport du Conseil d'État de 2012 qui critiquait assez fortement le statut de la HAS et estimait que ce n'était pas forcément le statut le mieux adapté à ses missions. Donc, comme ce travail n'a pas été actualisé, qu'on est 12 ans plus tard, est-ce que vous estimez que ces critiques sont toujours d'actualité? Et ensuite, une question qui vous concerne tous les deux. Donc, cette fois-ci, c'est un rapport de la Cour des comptes de novembre 2019 qui portait sur l'Agence du médicament et qui estimait que, en gros, il y avait une question du statut des experts et qu'au-delà de la seule agence du médicament, la réflexion devait englober notamment la Haute Autorité de Santé et d'autres agences, l'agence de bioéthique, enfin, qui sont dans l'écosystème santé. Est-ce que depuis le 2019, cette réflexion a eu lieu? Et si oui, quelles en ont été les conclusions? Bien. Bon, Madame la rapporteure, sur le premier point, sur le Conseil d'État, je vais laisser répondre M. Lessy. Sur le second point, Cour des comptes 2019, je dois avouer que je ne connais pas ce rapport de la Cour des comptes de 2019. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans sur le statut des experts tel qu'il était prévu dans ce rapport, Madame la sénatrice. Ça va peut-être... Donc je fais simple. Hein. Donc c'est un rapport qui avait été demandé à la commission par la Commission des affaires sociales du Sénat dans le cadre de la procédure 58.2, qui permet aux commissions des affaires sociales et des finances de demander à la Cour de traiter de sujets particuliers, donc qui portait spécifiquement sur la NSM. Et donc, la crise du Mediator l'a toutefois fragilisée pendant plusieurs années, mais elle est revenue sur le terrain européen à partir de 2015. Toutefois, la Cour estime que la NSM devra être en mesure de procéder au recrutement de compétences scientifiques rares. Bon, je vous épargne la parenthèse. Plus largement, pour renforcer l'attractivité de la NSM vis-à-vis de ses compétences scientifiques, une réflexion sur un statut national d'expert sanitaire est nécessaire. Le champ de cette réflexion embrasse nécessairement, au-delà de la NSM, les autres agences que sont la Haute Autorité de Santé, Santé publique France, l'Établissement français du sang et l'Agence de biomédecine. Très bien, merci. Donc c'est très clair. Puisque, Monsieur le Président, vous avez demandé de déclarer nos liens d'intérêt, on va se prononcer par rapport à la position du rapport du Conseil d'État de 2012. Nous sommes tous les deux conseillers d'État. Je permets de le signaler. Voilà. Mais alors, sauf erreur de ma part, Madame la rapporteure, parce que les services du Sénat nous ont gentiment transmis, en fait, c'est le rapport de l'IGF, je crois, en fait, de 2012. Donc, dans ce cas, on retire la déclaration de lien d'intérêt, parce qu'il n'y en a plus aucun. Oui, c'est ça, c'est bien celui-là, d'accord. Oui, parce que le Conseil d'État a également rendu des rapports sur les AIAPI. Mais là, oui, voilà. Donc, parce que sur celui-là, en effet, alors,
sur le statut d'API, dans API, il y a le I d'indépendant et le P qui fait qu'on a la personnalité morale. Alors, une des critiques de l'annexe de ce rapport, c'était qu'une API n'avait pas de plafond d'emploi, donc pas de contrôle du Parlement. Il y a une double évolution. D'abord, désormais, c'est prévu par la loi organique, le Parlement vote sur le plafond d'emploi des autorités publiques indépendantes, donc on a le contrôle du Parlement. Et même depuis 2025, c'est une innovation que le Sénat a voulu, le Parlement vote sur des plafonds de dotation de l'assurance maladie. Parce qu'avant, il votait le sixième sous-objectif de l'ONDAM. Maintenant, le Parlement vote sur des plafonds de dotation. Donc, il y a eu un renforcement du contrôle parlementaire. Et après, les raisons pour lesquelles on a la personnalité morale, alors là, je renvoie pour le coup à des rapports du Conseil d'État qui montrent que la doctrine de choix entre AAI sans personnalité morale et API a pu varier un peu selon les époques. Juridiquement, la principale raison, c'est quand on veut sortir de l'universalité budgétaire et affecter des ressources. Nous, on est financé par dotation de l'assurance maladie. Et en plus, en 2004, on avait des redevances affectées qu'on a pu. Mais c'est que le schéma de financement se prête beaucoup plus à une API qu'à une AI, qui normalement est financée sur crédit budgétaire de l'État. Et puis, historiquement, c'est aussi quand le législateur voulait marquer le coup en termes de signal d'indépendance. Donc ça, c'est pour la personnalité morale. Sur l'indépendance, notre vision des choses, si je regroupe en deux paquets de missions, quand on évalue un produit de santé, quand on évalue des modalités de prise en charge, pour le faire de manière scientifique incontestable, l'indépendance, elle vise à garantir qu'il n'y a aucune interférence entre les considérations scientifiques et d'autres considérations. Et c'est pour ça d'ailleurs que, sauf sur les accès précoces, où la HAS rend des décisions, nous, on rend des avis pour éclairer les pouvoirs publics. Donc, on rend un avis purement scientifique, sans interférence d'aucune considération. Et après, les payeurs, le ministère, le CEPS, décident s'ils remboursent et négocient le prix en faisant rentrer le cas échéant d'autres considérations. Mais l'idée, c'était qu'il y ait un socle scientifique sans aucune interférence sur tout ce qui est évaluation des produits et sur tout ce qui est, on va dire, certification des hôpitaux ou évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. L'idée, c'est que celui qui va évaluer et certifier, son indépendance est une garantie de crédibilité. Donc voilà, c'est vraiment la philosophie sur nos deux grands métiers de l'indépendance en 2004 et avec les différentes extensions de missions. Vous êtes sur le statut d'expert national, c'est ça ce qui était évoqué, d'expert sanitaire. Et donc, effectivement, qui est finalement probablement quelque chose qui doit comprendre un équilibre entre un certain nombre de principes de déontologie et d'indépendance. Et on était, quand ça a écrit, c'est pas si loin de l'affaire du Mediator. Et donc, avec toute cette les modifications de 92 concernent notamment un poids et des règles de déontologie et qui n'ont fait dans le temps que se renforcer et qui sont pour le coup les éléments absolument indispensables à la confiance des décisions qu'on peut prendre. Une fois que, et donc avec un travail qui se continue, qui est annuellement mené avec des DPI qui sont des déclarations publiques d'intérêt qui sont transparentes, valables pour les experts, valables pour les gens qui travaillent à l'intérieur, pour experts internes, experts et externes. Des procédures dans lesquelles on entend les experts, notamment on appelle ça nos comités scientifiques permanents ou nos comités scientifiques temporaires, au cours desquels sont précisés systématiquement en début de comité quels sont les liens d'intérêt de telle ou telle personne. Et évidemment, si l'analyse est faite avant le début de la réunion et s'il y a un lien d'intérêt qui s'avère être rédhibitoire, la personne ne participe pas à la réunion X ou Y. Tout ceci est transparent et tracé. Et lorsque nous avons la possibilité, peut-être je vais revenir là-dessus, d'auditer, d'entendre ponctuellement une personne parce que elle est indéniablement experte sur un sujet. Mais, et c'est connu, et pour les choses sont transparentes, il y a un certain nombre de liens d'intérêt qui font qu'il n'est pas possible que cette personne participe aux décisions et aux votes qui concerneront tel ou tel produit. Donc, dans ces cas-là, dans un cadre qui est extrêmement, là aussi, processé, transparent, nous auditons, nous entendons ces personnes.
Donc nous n'avons pas à ce stade, pour répondre strictement à votre question, de statut d'expert sanitaire, sachant que notamment si l'objectif est de pouvoir répondre à des demandes d'expertise qui vont être assez ponctuelles, finalement, qui va être le risque, c'est qu'on n'ait pas, avec un statut, finalement, ça couvre pas l'expertise, la surexpertise, on n'est jamais la bonne personne. Toujours est-il que la façon dont on fonctionne a été repris et fait l'objet d'une proposition dans le cadre du paquet pharmaceutique au niveau européen pour pouvoir avoir, ils appellent ça des expert witness, des témoins experts, qui est aussi une façon de pouvoir avoir accès, quand c'est absolument nécessaire, à cette expertise dans un cadre transparent et donc qui est une partie de la réponse. Nous concernant, encore une fois, nous avons une attention évidemment extrêmement forte avec des processus d'audit interne systématique des DPI, des processus d'audit de second niveau, donc une attention vraiment extrêmement forte. Encore une fois, pour nous, ce sujet de la transparence et de la confiance est la clé de ce qu'on peut proposer dans le sens de la sécurité des patients. Et donc, voilà. Donc voilà la réponse que nous pouvons apporter. Alors écoutez, c'est très proche. Alors nous avons un déontologue à la HAS, qui est un ancien magistrat judiciaire. Nous examinons, donc qui examine les déclarations effectivement d'intérêt, public d'intérêt de toutes les personnes qui veulent travailler, qui veulent être experts chez nous. Donc les liens d'intérêt n'empêchent pas de participer à un groupe s'ils ne sont pas trop intenses, mais empêchent de participer à la délibération en lien avec un produit pour lequel il y a un lien d'intérêt avec l'industriel, cela va de soi. En revanche, si nous sommes en présence d'un expert indiscutable, reconnu comme tel, que nous n'avons pas d'autre, qui a des liens d'intérêt importants, nous pouvons l'auditionner, mais il ne prend pas part aux délibérations, donc ce qui est très proche de ce que vous a décrit le professeur Poggenberts. Juste pour bien comprendre, ces experts, donc ce ne sont pas des agents de vos structures respectives, vous ne les rémunérez pas ou vous leur versez une contribution pour leur présence et l'expertise qu'ils apportent, une vacation, voilà, je cherchais le terme. On va distinguer. Si vous êtes membre d'une commission de la HAS, ils sont experts d'une certaine façon, même si ce n'est pas sur ce produit-là, ils ont une rémunération par vacation, je veux dire le temps passé aux réunions de commission. Nous ne rémunérons pas la partie prenante qui vient là comme expert très spécifiquement, à ma connaissance, mais je me retourne vers le directeur général. Lors des auditions, on ne rémunère pas. Voilà. D'accord. Et donc après, vous avez aussi, vous, du coup, du personnel propre qui a des compétences très spécifiques. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que le cadre d'emploi public vous permet d'avoir les compétences dont vous avez besoin? Est-ce que vous ne souffrez pas d'une sorte d'inégalité par rapport au secteur privé? C'est une question très compliquée que l'on vit régulièrement, mais je vais laisser le directeur général. La question, c'est est-ce qu'en raison de ce cadre d'emploi, il y a des personnes de qualité que nous ne pouvons pas recruter? C'est, si je comprends bien votre question, parce que nous sommes limités dans le niveau de rémunération. J'aurais tendance à vous dire que oui, cela peut arriver. Voilà. Oui, tout à fait. Pour combler d'un, il y a un double enjeu de recruter et de fidéliser. Il y a certains profils, par exemple pour l'évaluation des produits de santé, où on va réussir assez aisément à recruter des jeunes profils, voilà, qui sont en tout début de carrière ou qui ont déjà une étape dans leur carrière. En revanche, on a du mal en effet à fidéliser dans la durée par rapport à l'enjeu que vous avez décrit de compétitivité par rapport à ce que peut offrir le secteur privé. Il y a également un certain nombre de profils, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, pour lequel l'État a eu une politique assez volontariste qu'on appelle la circulaire Borne, avec un référentiel sur les profils numériques qui nous permet, d'une certaine manière, là, de sortir des cadres habituels, mais pour des profils uniquement numériques. Alors que nous avons d'autres profils où on a, à défaut d'une rareté, une forte compétition du secteur privé, sur lesquels on a cette difficulté. J'ajoute que nous sommes soumis, et la plupart des agences sanitaires, à des grilles spécifiques. C'est un décret de 2003 qui régit les déroulements de carrière et les grilles dans lesquelles nous classons nos contractuels dans les agences et autorités publiques indépendantes sanitaires. On n'est pas soumis au même régime que la fonction publique d'État, qui a paradoxalement plus de marge de manœuvre et plus moderne que nous.
dans la marge de manœuvre qu'elle a pour recruter des contractuels. Nous, on est vraiment resté sur des grilles de 2003 qui, aujourd'hui, sont en partie dépassées. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà porté, notamment auprès de la DSS ou de la DGS. Bon, le contexte budgétaire actuel rend compliqué un travaux sur des grilles, mais c'est vrai que les grilles actuelles qui ont 22 ans maintenant nous posent des difficultés, notamment, je vous dis, pour ces profils, on va dire, très experts sur l'évaluation, notamment pour l'attractivité, mais la fidélisation surtout, et puis les profils numériques sur lesquels on a quelques éléments de solution. Mais oui, c'est un vrai enjeu. En complément, je partage cet enjeu. Sur la fidélisation, vous savez que ça fait pas très longtemps et en fait, je me suis rendu compte que tous les gens que je rencontrais, que ce soit dans nos experts évaluateurs, me disaient tous qu'ils étaient là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, à ce stade, sur la fidélisation, je ne crois pas. Je pense qu'on a des gens qui sont effectivement extrêmement motivés et un travail qui fait que l'évaluation est globalement internalisée. Quand on crée du comité scientifique permanent, du comité, c'est aussi à la fois pour avoir de l'expertise extérieure, mais c'est aussi beaucoup pour concerter les parties prenantes, ce qui est un petit peu différent. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que la déontologie, c'est quand on recrute des nouveaux agents, on vous en a parlé, c'est aussi au moment où les gens vont quitter. Et donc, j'allais dire, ce n'est pas négociable, la déontologie, mais il peut arriver que finalement certaines personnes qui se disent je vais faire un temps dans cet endroit mais je ne sais pas ce que je voudrais faire après, peut-être envisagent le fait de pouvoir avoir des restrictions au moment de la volonté de sortir qui liées à liées à des contraintes déontologiques qui sont encore une fois non négociables. Ça puisse jouer aussi. Donc, des déontologies entrantes et sortantes. Mais encore une fois, voilà. Oui, il y a une dose. Alors, c'est un chiffre caché, c'est le degré d'autocensure. C'est-à-dire de candidats qui renoncent parce qu'ils anticipent la contrainte déontologique qui, des fois, est grossie. Donc, nous, on a un travail de pédagogie à faire. Des fois, est réelle et nécessaire pour les raisons qu'indiquait la directrice générale de l'ANSM. J'ajoute quand même, parce que là, on parlait rémunération, qu'on s'aperçoit, et c'est quand même un motif de satisfaction, que le service public reste un motif d'attractivité. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation d'un décrochage de rémunération pour une mission qui a du sens, pour le service public, ce qui fait quand même plaisir. Mais après, évidemment, il peut y avoir un certain nombre de limites. Mais ça joue quand même, c'est un facteur non salarial. Alors maintenant, vous l'avez bien compris, notre objectif, c'est d'essayer d'apporter des réponses au sentiment qui est que tout est compliqué, que plusieurs interlocuteurs peuvent s'occuper des mêmes objets. Donc ça, on va dire que c'est un peu le côté rationalisation, simplification. Et puis aussi, on nous attend sur pouvoir proposer des pistes d'économie sensées, réalistes, pour les budgets 2026 et suivants. Donc aujourd'hui, vous qui observez au quotidien l'écosystème santé, l'écosystème sanitaire, est-ce qu'il y a des choses qui vous apparaissent devoir être simplifiées ou rationalisées, peut-être des éléments qui devraient être transférés, soit complètement au secteur privé, c'est-à-dire que la puissance publique n'intervient plus, ou alors transférés à d'autres acteurs, et on pourrait par exemple penser aux collectivités, notamment par exemple les départements, qui ont quand même un rôle assez central dans tout ce qui est le sanitaire, le médico-social. Enfin, plutôt le médico-social que le sanitaire. Pour prolonger la question de Madame le rapporteur, il y a aussi un autre angle potentiellement, mais c'est peut-être plus technique et plus industriel et plus concurrentiel, c'est la question des médicaments en soi et les autorisations, la mise sur le marché qui nécessite énormément de travail et d'autorisation, et ce qui est bien naturel et ce qui est tout à fait rassurant. Par contre, est-ce que les industriels n'ont pas intérêt à pousser à des nouveautés pour vendre un peu plus cher une molécule qui potentiellement n'est pas tout à fait la même, mais qui remplace une molécule qui est tout à fait pertinente et qui a fait ses fruits, et qui, du coup, pour des raisons commerciales et industrielles, génère de la dépense publique parce que besoin d'essais, besoin d'évaluation, de surveillance et autres. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un dialogue avec les industriels sur peut-être une espèce de sobriété de ce côté-là qui permettrait de récupérer des moyens qui ne sont peut-être pas tout à fait si anodins que ça?
Oui, parce qu'en fait, je regarde un petit peu le temps. Pardon. Peut-être sur ce dernier point, on est clairement dans l'évaluation. Ce que je peux dire, c'est que notamment sur ce travail qui est fait en amont, alors non, pour répondre directement à votre question, non. Sur cette façon, bien sûr, les choses ne se passent pas comme ça. Pour autant, notamment s'agissant de l'innovation, nous avons mis en place dans nos structures ce qu'on appelle des guichets innovation orientation, qui sont l'occasion de pouvoir discuter notamment avec, alors pas forcément les industriels, mais tout type d'industriels, y compris des startups qui peuvent avoir des innovations, qui peuvent avoir des choses intéressantes pour les aider à avoir un process dans leur choix de critères pour leur essai clinique, d'avoir un process d'évaluation qui est, j'allais dire, plus efficace ou qui est pensé d'emblée dans l'idée que, par exemple, on est en innovation, il faut que vous fassiez un essai qui va vous permettre d'aller déposer votre dossier à l'Europe. Parce que sinon, effectivement, on va perdre du temps, on va perdre de l'argent public. Mais sur la partie, effectivement, sur les choix industriels, je vais laisser, je pense qu'on est dans le cœur du service médical rendu dans l'évaluation et du service médical rendu additionnel, qui est le cœur, je pense, du sujet. Sur les aspects de transfert, concernant clairement sur les missions de la NSN, les aspects de transfert au secteur potentiel sorti du secteur public, ma réponse est clairement que je ne vois pas, nous concernant nos missions, des choses qui soient transférables. Et notre histoire, et je n'ai pas le temps de la reprendre, mais notre histoire fait que nous, je crois, l'Agence du médicament et des produits de santé pour mener à bien ses missions doit pouvoir rester dans le domaine public et une mission publique. Nous avons des décisions de police sanitaire, nous avons un champ qui fait que nous concernant, les choses me semblent difficilement envisageables. S'agissant du transfert au niveau régional, vous avez cité les départements. De notre point de vue, je ne parlerai pas de transfert, mais je parlerai probablement de meilleure articulation avec les actions. Et nous concernant, peut-être pas tant au niveau départemental qu'au niveau régional, je l'ai un peu cité dans le cadre de ce que l'on met en place de contractualisation avec notamment les ARS. Pour exemple, le 8 avril, on va avec l'ARS Grand Est sur une journée où on va lancer notre campagne de bon usage des médicaments. On le fait donc avec la directrice de l'ARS Grand Est et on le fait avec les acteurs locaux. Ils ont par exemple un réseau qui s'appelle Domédit, qui est un réseau qui travaille à la pertinence des prescriptions, et ils ont un travail au niveau régional qui est assez remarquable. Et je pense que dans les choses où on peut, je ne suis pas sûre que le terme est vraiment simplifié, mais en tout cas mieux articuler et rendre plus efficaces des actions publiques soit en les démultipliant. Ça, c'est si nous, on reprend au niveau national, soit nous, en s'inspirant de ce qu'ils font pour ne pas réinventer quelque chose qui est bien fait. Donc, on peut reprendre des parties qui sont intéressantes. Je pense que là, il y a un travail dans une meilleure articulation sur un certain nombre de réseaux régionaux qui pourraient nous faire gagner en efficacité de l'action publique. Je le traduirai comme ça, pour ma part. Je vais revenir sur 3 points et M. Lessy pourra compléter. D'abord, en simplification, j'ai évoqué tout à l'heure le rapport de l'IGAS sur la NDPC. Si on raisonne en termes d'agence, je vous ai donné notre position à la HS. Le deuxième point, sur des économies, puisque l'enjeu, c'est quand même des économies. Il me semble qu'à partir des travaux que nous conduisons à la HS, il y a des économies qui pourraient être faites par l'ensemble, je veux dire, du système de santé, à condition qu'un certain nombre de décisions soient prises, notamment ce qui relève de la pertinence des actes, la pertinence des soins, et même de l'évaluation des médicaments. Restons sur le sofosbuvir, donc ce fameux médicament qui guérit l'hépatite C. Il serait intéressant de savoir si, à partir du moment où ce médicament a été opérationnel, il y a une réduction du nombre de lits en hépatologie en France. Simplement, est-ce qu'on met en œuvre les conséquences de ce qui est curatif? Et là, je veux dire, nous sommes ceux qui apportons l'élément, l'information, et c'est à d'autres de décider de le mettre en œuvre. Je pense la même chose sur la pertinence des actes. Lorsque nous proposons un parcours de soins, puis un parcours de santé, c'est-à-dire la manière dont la personne doit être prise en charge, nous savons que c'est la méthode la plus efficace, mais également la plus rationnelle. Et dès qu'on sort de cette prise en charge, il y a des actes inutiles, qui vont être donc coûteux,
Et donc la question, c'est comment s'assure-t-on en France que les parcours sont respectés? Nous élaborons des fiches de bon usage des médicaments pour donner des exemples. Et tout cela, à mon avis, c'est de la bonne utilisation de ce que nous avons. Alors, ce n'est pas à la HAS d'aller dans l'étape d'après, c'est à nous de fournir les éléments. Mais j'estime que beaucoup de ces éléments sont fournis et nous pourrions, si vous le souhaitez, échanger. Sur le médicament, je voudrais faire 2 commentaires. On a parlé tout à l'heure du prix des médicaments. Les médicaments, pour les innovations, nous arrivent essentiellement sur le filière, ce qu'on appelle l'accès précoce. L'accès précoce, vous savez que ce ne sont que pour des maladies rares, graves, invalidantes, avec d'autres critères, dont une présomption d'innovation, et qui permet à l'industriel de rendre disponible, dès qu'on lui donne l'autorisation, ce produit, alors que le prix n'est pas négocié. C'est-à-dire que ça va être au prix de l'industriel, puis négocié. Je voudrais juste vous donner un chiffre. L'an passé, 2024, nous avons eu 51 médicaments nouveaux au titre de l'innovation. Nous en avons accepté 30, donc quasiment 60%. Nous sommes, parce que ces médicaments répondaient à nos critères qui pouvaient faire qu'ils étaient présumés innovants. D'autres médicaments ne sont pas des innovations, ce sont des nouveautés et qu'il faut véritablement distinguer, même si certains préfèrent utiliser, je parle d'industriel, le mot innovation. Ce sont des nouveautés, elles ne sont pas de ce cadre-là. En revanche, je voudrais vous alerter sur un point. Je suis quand même frappé par la manière dont les industriels nous posent, pour les accès précoces, nous précisent des indications extrêmement étroites. Par exemple, vous avez un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché, déjà, et ils vont nous demander l'autorisation d'accès précoce pour une toute petite partie de cette indication-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en vient à travailler par mutation. C'est-à-dire qu'une grande maladie, je pense au cancer du poumon non à petites cellules, devient progressivement une maladie découpée par mutation. C'est-à-dire que toute la démarche va être dans ce sens-là. Or, moins il y a de patients, plus le médicament est présumé innovant et plus il coûte cher. Donc nous sommes dans une réflexion, à mon avis, qu'il faudra avoir avec les pouvoirs publics sur la conduite à tenir par rapport à ce découpage qui n'aboutit pas de vraies maladies rares, mais qui sont traitées comme telles. Ça c'est une constatation sur laquelle, si vous voulez, on pourra échanger beaucoup plus. Je pourrais vous donner des exemples extrêmement précis, je veux dire même industriels qui travaillent sur des mutations assez proches. Vous avez abordé 2 autres sujets, mais là, les territoires et puis un autre aspect que je vais laisser le directeur général. Alors, les territoires, c'est une question importante et devant nous en grande partie. Je pense notamment sur la qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui relèvent localement soit de la PJJ pour certains, mais surtout des départements et ou de l'ARS, mais vous connaissez ça mieux que nous. Sur les départements, en tout cas sur les enjeux locaux que ça représente, la qualité pour les personnes accueillies, je crois qu'il y a une vraie sensibilité de toute notre société. On a été auditionné il y a un certain temps à l'Assemblée sur la qualité en EHPAD, et au Sénat, pardon. Donc nous, vraiment, là-dessus, on a besoin d'un dialogue avec ce qu'on appelle, dans le jargon, les autorités de tarification et de contrôle, les conseils départementaux et les ARS. Alors, je prends l'exemple de cette mission, l'évaluation de la qualité, pour vous dire 2 choses. C'est une mission qui est en fait assez peu coûteuse en ETP, parce que le législateur a fait le choix d'un dispositif où la HAS, elle fait le référentiel d'évaluation, une partie du cahier des charges d'accréditation des organismes qui vont évaluer, puis après, elle prend les rapports d'évaluation des 41 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux pour les analyser et faire des retours pour les acteurs des outils qualité. Parce qu'après, le travail il est essentiellement fait, il est déjà privatisé, en quelque sorte, puisqu'il est fait, ce travail d'évaluation, par des organismes évaluateurs qui sont des organismes privés, accrédités par le COFRAC. Ils sont accrédités sur la base de notre cahier des charges. Et une fois qu'ils sont accrédités, c'est eux qui vont faire les évaluations dans une relation commerciale, contractuelle, avec les établissements et les services, qui soulève un certain nombre de questions, d'ailleurs, qu'on a déjà eu l'occasion de partager. Donc nous, on est très identifiés à ce dispositif, mais chez nous, c'est 12 ETP. Et d'ailleurs, on essaie de faire, avec nos moyens, un vrai contrôle qualité sur le travail de ces organismes d'évaluation, parce que le résultat, comme je vous l'ai dit, est très sensible pour les personnes accueillies et leurs familles. Donc nous, vraiment, ce dont on a besoin, justement, c'est de démultiplier, finalement, notre pilotage de ce dispositif par un bon dialogue avec les autorités de vérification et de contrôle. On a rencontré, par exemple, l'Assemblée des départements de France il y a quelques mois. On a un bon dialogue, justement, notamment sur ces sujets-là. Et c'est vraiment tout ce qui pourrait être fait, je dirais, pour qu'il y ait un chaînage vertueux entre le rapport d'évaluation et ce qu'en fait le conseil départemental ou l'ARS en termes de pilotage de la qualité, de suivi
de ce que fait l'établissement ou le service en termes de qualité, c'est ça qui va garantir ou non la réussite du dispositif, qui est assez récent, hein, je vous rappelle. Donc là, oui, nous, on est demandeurs d'un dialogue, et on l'a noué, pour qu'on ait un bon chaînage entre la partie évaluation et vraiment ensuite les mesures de correction, les mesures d'amélioration au quotidien dans l'établissement. Vous avez posé une question sur la possibilité d'externaliser au secteur privé ou à des acteurs privés. Alors nous, hein, comme à la NSM, là, on est sur des missions assez régaliennes, sur lesquelles on voit mal une externalisation au sens où on l'entend d'habitude, mais en revanche, il y a des partenariats qui peuvent être intéressants. Je prends l'exemple de ce qu'on développe, et notamment depuis l'arrivée du président Lionel Collet, c'est la labellisation de ce que font, par exemple, des sociétés savantes, ou en tout cas les professionnels de santé eux-mêmes. On produit des recommandations de bonnes pratiques sur la prise en charge du diabète de type 2, sur la prise en charge du surpoids ou de l'obésité, que sais-je encore. On en produit de nombreuses. Quand on est sur un sujet où scientifiquement, il n'y a pas de consensus, les données méritent de créer du consensus, il faut que la HAS le fasse elle-même. Quand on est sur des sujets où les données sont beaucoup plus claires, beaucoup plus univoques, eh ben, pourquoi pas laisser la main aux sociétés savantes, aux disciplines, aux professionnels, et nous, être garants à la fois du respect des règles de prévention des conflits d'intérêts, évidemment, et d'autre part, garant de la rigueur méthodologique. Et à la fin, on vérifie si c'est respecté et on labellise. On l'a fait, par exemple, récemment sur les traitements pré- ou post-exposition au VIH. On l'a fait en labellisation. Et typiquement, là, nous, c'est moins consommateur en ETP. C'est fait par ceux qui vont devoir les appliquer dans leur pratique quotidienne, donc c'est gage d'une bonne appropriation, puisque c'est fait par les futurs utilisateurs eux-mêmes, mais il y a le contrôle évidemment qualité, il y a un suivi au fil de l'eau. Donc nous, ça, on compte vraiment le développer pour produire plus agilement et au plus près vraiment de la pratique. Je parlais des recommandations de bonne pratique. On le teste en ce moment, par exemple, sur des contenus sur la sécurité des patients en établissement, là aussi en labellisation, par exemple avec le réseau des Omedits. On pourrait l'imaginer aussi pour des indicateurs de qualité. Donc voilà, je crois que ça, c'est aussi une piste d'avenir en termes d'efficience des moyens administratifs, d'externaliser tout en gardant le contrôle qualité avec les acteurs eux-mêmes. Et donc ça, nous, on y croit beaucoup et on va le développer dans les années qui viennent. Peut-être pour préciser ce que vous entendez par autorité savante, ça serait société savante. C'est l'ordre des médecins, c'est... Non, ce sont ce qu'on appelle les sociétés savantes, des sociétés scientifiques. La société française, je prends au hasard d'otorhinolaryngologie, puisqu'on travaille en ce moment avec eux sur la surdité chez les personnes âgées, on peut les laisser travailler dessus, nous labellisons avec eux, je veux dire, ce travail qu'ils conduisent et sur lequel nous les accompagnons. D'accord, c'est les sociétés françaises de... Oui, françaises, oui. Oui. Vous souhaitez intervenir ? Non, je suis désolée, je crois que j'avais fait part de... Oui, Ouais, pardon, donc on va vous libérer, évidemment. Bien évidemment, nous vous ferons parvenir les réponses aux questionnaires. Je vous prie encore de bien vouloir m'en excuser, Alexandre de la Volpillière. Et là, si vous avez d'autres questions concernant la NSM. Merci. Non, mais il n'y a pas à vous excuser. C'est nous qui vous remercions d'avoir pris le temps avec nous cet après-midi. Merci, Madame la Directrice Générale. J'avais une interrogation sur la... Enfin, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la prescription. Et alors c'est peut-être un petit peu radical ou naïf comme observation, mais on sait que la médecine de ville est en très grande difficulté. Il y a moins de médecins. Enfin voilà, il y a une mise en concurrence et une tension incroyable de ce côté-là. Et on est face à des augmentations des charges de santé d'une manière colossale depuis à peu près le Covid, et ça n'arrête pas enfin ça redescend pas. Alors je pense qu'il y a des effets du Covid et que peut-être les gens clairement les gens sont pas en bonne santé, et qu'il y a un vrai sujet du côté de l'assurance maladie qui est amené à prendre en charge des pathologies, qu'elles soient de santé physique ou de santé mentale et autres, ce qui est très très alertant sur la santé, je dirais, de nos concitoyens. Mais et on pourrait se dire très naïvement, il y a moins de médecins, donc il y a moins de prescriptions, donc il y a mécaniquement les choses devraient être à peu près, s'organisent de manière presque de façon à ce que moins de prescriptions, moins de dépenses, donc c'était un peu le schéma aussi qu'on a entendu à une certaine époque pour réduire le numerus clausus notamment, ce qui a été une belle réussite, on le voit aujourd'hui.
Ça veut dire qu'en fait, cette dépense, même s'il y a moins de restricteurs, elle a continué à augmenter, elle reste en haut. Est-ce que ce ne serait pas une problématique? Enfin, on voit arriver la télémédecine, on voit arriver des opérateurs qui prennent la place, en fait, parce qu'il y a un marché intéressant et important de ce côté-là. Une autre organisation de la médecine de ville, avec des centres de santé privés, choses comme ça. Est-ce que dans ce parcours de santé qui permet d'appuyer un parcours de soins, si j'ai bien compris le sujet, est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Parce que c'est des moyens conséquents. C'est encore une fois une dépense publique très conséquente. Et notre commission d'enquête, c'est d'aller regarder comment fonctionnent les opérateurs pour dégager des marges de manœuvre et à la fin faire des propositions d'économie sur le PLF 2026. Mais peut-être sur un autre angle, l'organisation de la santé, du soin, la façon dont elle intervient sur les territoires, à la fois sur la médecine de ville et par d'autres structures qui, je dirais, profitent, mais ils ont raison. Enfin, il y a un vide. Donc, elle s'intéresse au sujet et elle comble le marché, qui pratique une médecine qui serait peut-être un peu plus dépensière. Ça, c'est moi qui m'avance, c'est à vous peut-être de répondre. Et qui générait la dépense publique à la fin. Est-ce qu'il y a une piste de ce côté-là ou pas? Monsieur le Président, j'ai un peu présenté tout à l'heure, mais brièvement, c'est la question de la pertinence des actes. Si déjà, face à un patient donné, c'est la bonne intervention qui est réalisée, c'est déjà une économie. C'est une économie, d'abord parce que le patient sera bien pris en charge, et c'est une économie parce qu'on évitera, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des actes inutiles. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'on devrait travailler. J'ai le souvenir que la ministre Agnès Buzyn avait véritablement souhaité, lorsqu'elle était ministre dès 2017, travailler sur ce sujet. Et on pourrait souhaiter aujourd'hui, le Covid est passé par là bien évidemment, qu'on remette vraiment ce dossier à plat, à partir des recommandations que nous avons. Mais je reconnais que la situation est compliquée. Elle est compliquée pour une raison de démographie médicale que vous évoquez, et dans laquelle il ne faudrait pas que les médecins aient l'impression qu'on leur impose une prise en charge, puisqu'ils revendiquent en libéral, effectivement, leur liberté de prescription. Il n'empêche que nous sommes dans un domaine d'intérêt général pour notre pays, et qui est l'intérêt général, qui est en l'occurrence l'équilibre des comptes sociaux, et plus précisément de l'assurance maladie. Et donc, il me paraîtrait assez sain de pouvoir encourager de la manière la plus efficace possible, je veux dire, cette pertinence des actes. Donc, véritablement, c'est là-dessus qu'il faudrait agir. Ce qui pourrait probablement, je n'ai pas fait l'étude, mais réduire la consommation aujourd'hui, et donc les dépenses. Et tout en améliorant la prise en charge. Juste pour ajouter dans le même sens, pertinence des actes, pertinence des parcours aussi. L'HS a travaillé sur des parcours, par exemple, notamment sur les maladies chroniques, l'épilepsie, la BPCO, l'insuffisance cardiaque. Donc nous, voilà, scientifiquement, on élabore ce à quoi doit ressembler le parcours pour qu'il y ait la bonne intervention de santé au bon moment, sur le bon patient, par le bon professionnel. Et après, ce qui va être très important maintenant, et on en parle avec l'assurance maladie et la DGOS, c'est vraiment que ces parcours soient opérationnalisés, soient rendus concrets, voilà, pour qu'on n'ait pas des interventions trop tardives qui sont plus coûteuses. Parce qu'une intervention trop tardive, c'est aussi générateur de coûts supplémentaires, évidemment, et puis d'une qualité de vie en moins. Voilà, donc, pertinence des actes et des parcours, je crois que c'est très, très important. Que vous reveniez sur les facteurs de blocage à la mise en œuvre de vos préconisations, à l'un comme à l'autre, en fait. Alors, c'est vrai que c'est plus l'HAS qui a dit que c'est préconisé, mais peut-être que vous aussi, c'est des choses que vous rencontrez et que parfois toutes vos mesures ne sont pas suivies. Alors, c'est vrai que c'est une question, mais je pense que pour rebondir aussi sur la question de la pertinence, à l'ANSM, on travaille beaucoup sur le bon usage des médicaments, et notamment en lien avec la HAS, avec les TROD angines. Je ne sais pas si, évidemment, les pharmaciens maintenant peuvent faire un certain nombre de tests de diagnostic rapide sur les angines, la cystite, et prescrire des antibiotiques lorsque l'origine est bactérienne. Et on remarque que l'introduction de ces TROD angines ont amélioré le bon usage des antibiotiques. Et donc ça, c'est vraiment la lutte contre les résistances. On sait qu'on perd des antibiotiques dans l'arsenal thérapeutique à cause des résistances. Le bon usage grâce à cet outil de diagnostic, alors les diagnostics TROD sont évalués notamment par l'ANSM, évidemment, sur la pertinence de ces dispositifs in vitro.
Mais c'est important parce que finalement, on réduit à la fois la pression sur l'utilisation des antibiotiques et on améliore justement la pertinence des soins en donnant uniquement l'antibiotique lorsque le patient en a besoin. Et l'utilisation de ces TROD a permis pour les pharmaciens de donner un antibiotique dans 25% à peu près des cas. Donc on voit qu'on a réduit la consommation des antibiotiques par le bon usage et je pense que c'est vraiment une pratique qui est porteuse aussi d'avenir et qu'il faudrait développer davantage. Alors, Madame la rapporteure, vous posez la question comment faire pour que nos préconisations soient mieux considérées, ce qu'on va appeler, nous, dans notre jargon, comment faire pour accroître l'impact de nos recommandations, mais ce qui est exactement la même question. Il se trouve que c'est un sujet sur lequel travaillait déjà la précédente équipe, c'est-à-dire je n'ai pris mes fonctions il y a qu'un peu moins de 2 ans, donc c'est un des sujets sur lequel il y a toute une organisation en interne que nous mettons en place justement sur ce dossier-là. Je vais vous dire, si on prend les choses de très haut, il y a 2 pistes qui peuvent se dessiner, elles ne sont pas exclusives. La première piste, c'est de s'assurer, pour qu'elles soient prises en charge, qu'elles sont véritablement dans le contenu de la formation des personnes, au type de la formation notamment continue. Et c'est en cela que la proposition de l'IGAS sur le DPC nous paraît intéressante. C'est de s'assurer que dans les actions de DPC, il y a des actions qui sont tout à fait, développement professionnel continu, vous connaissez, sont totalement en phase avec nos recommandations. C'est aussi la labellisation que vous a présentée M. Lissy. Parce que lorsque c'est une société savante d'une spécialité qui élabore la recommandation avec la HAS, elle a un impact beaucoup plus rapide chez les spécialistes en question, parce qu'ils ont le repère aussi de cette société savante. La deuxième piste, elle est très différente et elle est plus complexe, et probablement plus complexe politiquement, c'est celle de l'opposabilité de tout ou partie de nos recommandations pour les prises en charge pendant une période qui pourrait être limitée dans le temps. Nous pourrions considérer qu'il existe en France, dans certains domaines, trop d'hétérogénéité de prise en charge par rapport à la prise en charge telle que nous la proposons. Et à ce moment-là, peut-être faudra-t-il quelquefois s'interroger sur rendre opposables certaines prises en charge, certains types de prises en charge. Mais j'insiste pour dire que c'est sur des durées limitées parce qu'il y a toujours une nécessité d'actualisation de ces prises en charge. Donc voilà les 2 grandes pistes que nous pourrions voir, mais peut-être M. Lissy veut expliquer ce que nous faisons en interne. Et peut-être une troisième piste, on a parlé de l'appropriation, la bonne appropriation de la labellisation, on a parlé de l'opposabilité. Il y a une troisième piste aussi qui est de rentrer davantage dans les outils numériques du quotidien des professionnels de santé. Et ça, nous, on y travaille. On a des travaux notamment avec la CNAM sur ce sujet. Comment faire en sorte que tout ce qui est logiciel professionnel, logiciel d'aide à la prescription, logiciel d'aide à la dispensation pour les pharmacies, voilà, sont actualisés et tiennent compte des règles de pertinence, voilà, des actes de bon usage du médicament, des alertes aussi de sécurité, mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est vrai que là, je fais un tout petit historique. La France a été assez volontariste pour prendre la main en exigeant, c'était dans les années 2010, une certification obligatoire de ces logiciels avant leur mise sur le marché. Et la Cour de justice de l'Union européenne a dit que cette obligation de certification sous l'égide de la HAS avant la mise sur le marché était contraire au droit de l'Union. Donc aujourd'hui, on peut passer, si on veut faire en sorte que ces logiciels intègrent un certain nombre de règles de bonne pratique, on ne peut passer que par des incitatifs, mais on n'a plus le levier obligatoire que la France avait voulu forger. Donc là, évidemment, si on souhaitait revenir à des outils plus volontaristes, ça serait un débat à porter au niveau européen, puisque si la Cour de justice a dit que c'était contraire au droit de l'Union européenne, il faudrait modifier le droit de l'Union européenne. Donc c'est un débat plutôt de moyen-long terme. Mais c'est vrai que tout ce qu'on pourra faire pour que ces outils, c'est ça qu'il a le professionnel dans son cabinet, hein, pour que ces outils, ils intègrent tout de suite, évidemment, ces règles de bonne prescription, de bon usage. Déjà, les professionnels en sont très demandeurs, et puis ça aura un effet aussi sur les pratiques de prescription. On a travaillé sur des référentiels sur la prescription des antibiotiques pour aider le professionnel à dire dans quel cas, selon voilà, les caractéristiques du patient, il faut ou non prescrire des antibiotiques. Donc ça, c'est des pistes aussi intéressantes de travailler sur ces outils numériques. On en parle avec la CNAM, avec la DNS aussi, la délégation numérique en santé, et c'est une piste d'avenir, je crois, de travailler là-dessus davantage. Juste une question bonus, Monsieur le Président. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes acteurs de Action nationale santé mentale, là, la grande cause nationale de santé mentale,
et comment tout ça est coordonné entre les acteurs de l'écosystème santé. Est-ce qu'on ne va pas recréer encore un nouvel objet, parce qu'on est assez fort, on a un problème, un objet, donc... Il se trouve, Madame la sénatrice, qu'avant que le Premier ministre Michel Barnier annonce la grande cause nationale, nous avions déjà arrêté pour notre prochain projet stratégique, qui a débuté au 1er janvier 2025, 3 thématiques, dont la thématique santé mentale et psychiatrie. Mais alors, je vais expliquer ce qu'on veut mettre dedans, mais très brièvement, et comment ça peut s'articuler. Comme on le dit, nous élaborons des recommandations de bonne pratique. Or, dans le domaine de la psychiatrie, que je qualifierais de la psychiatrie lourde, je pense à la schizophrénie notamment, il y a pas ou peu de recommandations françaises de bonne pratique, recommandations nationales. Ce sont des recommandations internationales. Alors, il serait possible de dire qu'est-ce que ça change finalement? Le patient est le même. Non, mais ça change fondamentalement. Parce que les professionnels de santé ne sont pas les mêmes. Un psychologue en Angleterre et un psychologue en France n'a absolument pas la même formation. Une formation très scientifique d'un côté, beaucoup plus sciences humaines et sociales de l'autre. Ce que ça change aussi, c'est que nous sommes dans un pays où la psychiatrie est sectorisée. Et ça, depuis les années 60, tous les pays n'ont pas une organisation sectorisée. C'est-à-dire que si on veut travailler sur le parcours de prise en charge de certaines pathologies mentales lourdes, elles doivent être spécifiques à notre pays. Et donc, nous avions dit, nous devons travailler dessus. Donc, nous sommes partis de ces sujets-là. Nous avons constitué un comité santé mentale et psychiatrie. Et puis, nous apprenons et nous réjouissons sincèrement que ça devienne une grande cause nationale. Nous ne sommes pas directement dans la grande cause nationale, ce que vous dites, mais nous connaissons les acteurs et nous nous articulons avec eux, que vous le sachiez. Et tout le monde sait que la HAS est impliquée, effectivement, dans ce sujet-là. Nous ne sommes pas dedans parce que la situation a fait que nous n'y sommes pas, mais nous y sommes de facto par nos productions qui serviront à la grande cause nationale. Et pour la NSM, effectivement, sous la coordination du ministère de la Santé, qui travaille à coordonner les acteurs aussi sur la grande cause nationale, nous avons une déclinaison que nous avions identifiée déjà avec les professionnels de santé, notamment sur notre campagne de bon usage. La directrice générale de la NSM en a parlé tout à l'heure, avec un lancement de cette campagne le 8 avril au niveau national et au niveau régional, puisqu'on sera dans la région Grand Est pour lancer cette campagne. Elle sera consacrée à la lutte contre le mésusage, notamment des benzodiazépines qui sont utilisés dans le traitement de l'anxiété et le traitement de l'insomnie. Et on observe avec les professionnels de santé, c'est ensemble qu'on a pu, et les patients, qu'on a pu construire cette campagne qui va être lancée. On observe qu'on a une augmentation de la consommation des benzodiazépines contre l'anxiété chez les jeunes, notamment en post-Covid. On voit que les jeunes vont moins bien, et une augmentation de cette consommation de médicaments, de cette classe de médicaments chez les personnes âgées de plus de 65 ans, notamment dans le traitement de l'insomnie. Et on a choisi de faire un focus, centraliser nos messages à destination du grand public pour travailler à des recherches de solutions alternatives, de garder ces traitements uniquement pour des traitements de courte durée, et puis de penser déjà au moment de la prescription, si elle est nécessaire, à pouvoir l'arrêter très rapidement. Et donc, ces messages vont être passés lors de la prochaine campagne avec une cible grand public et une cible professionnelle de santé. Et donc, ça vient aussi réduire aussi cette consommation et améliorer le bon usage des médicaments dans ce secteur de la santé mentale. Vous invitera à lire, regarder l'audition précédente qui, mais c'est une fin de journée. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour, Madame la rapporteure? C'est bon pour moi. Écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous participer à cette commission d'enquête sur les agences et opérateurs de l'État et sur cette participation notamment sur les opérateurs de santé. Et comme on a pu le dire à un moment donné, on n'est pas des spécialistes sur tous les sujets, il y a des sujets sur lesquels on est plutôt compétent. Mais c'est vrai que les questions de santé sont quand même un périmètre qui est quand même assez large et pas si simple à appréhender. Et ces quelques matinées ou après-midi nous ont permis d'en voir plus clair et puis de regarder les choses, je pense, plus sereinement. Donc merci pour votre participation et puis très bon retour.